Ils balançaient des poulets avec des tracts kirchneristes. Pocho para todos, pocho para todos. C'est vrai, hein, c'est un pays européen, hein, clairement. Hein. Si la France sombre, alors j'ose à peine imaginer les conséquences que ça aurait sur nos vies. Alors j'ai eu une très mauvaise expérience là-bas. C'est leur propre choix, leur propre décision politique qui les ont fait sombrer à ce point-là. On a vu plusieurs fois dans l'histoire qu'un peuple peut se retourner, qu'une situation qui semble perdue peut très vite changer, que l'économie ça va très vite. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ok stop, là, arrêtez maintenant, un peu de cohérence, regardons ce qui marche et appliquons-le chez nous. J'invite surtout les gens à se renseigner autrement que par les médias traditionnels. Tu l'as dit, c'est essentiel. La France est un pays formidable avec un potentiel incroyable. Donc imaginons une France libre, ce serait le plus beau pays du monde. Bonjour Romain Dominati, ça fait plaisir que tu aies accepté cette invitation sur la chaîne. On s'était croisés très brièvement au Sommet des Libertés à Paris il y a quelques semaines. Je vous remets le vlog juste ici où j'ai parlé justement de ce Sommet des Libertés. Je t'avais décrit à ce moment-là, toi qui n'étais pas forcément connu du public, qui était justement venu pour révéler ton identité derrière le parti milléiste français sur X, comme un Français dans la trentaine qui était parti en Argentine il y a pas mal de temps, qui connaissait bien le pays et qui avait fait du business notamment là-bas et peut-être encore aujourd'hui. Est-ce que ça correspond bien à ce que j'avais déterminé de toi? Bonjour, bah oui, merci pour l'invitation. C'est tout à fait juste. Dans la trentaine, bon, j'approche plutôt de la fin, mais sinon pour le reste, c'est exactement ça, puisque j'ai vécu 7 ans en Argentine et que j'ai encore un business, donc j'ai un pied dans chacun des deux pays. Même si, bon, il faut le reconnaître, aujourd'hui, malheureusement, j'ai plus trop l'opportunité d'aller en Argentine depuis maintenant quelques années. C'est ma femme qui fait les allers-retours 2 fois par an. Ok. Tu es marié à une Argentine ou pas du tout? Française. Française. On est partis ensemble. Ouais, on est partis ensemble à l'époque. On a monté le business là-bas et on a eu notre premier enfant en Argentine. Donc, il est argentin. Pour se rapprocher de la famille et de la France et qui grandissent entourés des siens, on est rentré en France et voilà, maintenant on en a 3. Ok, super. Donc sur la côte méditerranéenne, il me semble, du côté de Cannes. C'est ça. Les souvenirs sont bons. Est-ce que tu veux nous en dire plus, peut-être un petit peu sur ton parcours, sur ce qui t'a emmené à arriver en Argentine, sur les business que tu as eu et peut-être ceux que tu as encore aujourd'hui là-bas? À l'époque, donc moi, je suis parisien d'origine. J'ai grandi à Paris, vécu à Paris jusqu'à mes 25 ans. J'étais diplômé de Sciences Po. Voilà, il fallait se lancer dans la vie du travail. J'ai commencé à passer des entretiens, ma femme également. Et puis on s'est dit qu'en fait, on n'avait pas envie de s'inscrire dans ce schéma-là. La France nous paraissait déjà avoir une atmosphère un petit peu viciée et déjà oppressante vis-à-vis des jeunes actifs et de la liberté. Et on s'est dit tiens, pourquoi pas aller ailleurs, monter quelque chose ailleurs. Puis on a regardé un peu dans le monde quel serait un pays accueillant. On a vu ça de manière assez pragmatique. Quelle langue on parlait, anglais, espagnol. Je connaissais bien déjà l'Amérique latine parce que j'avais fait un échange là-bas de 6 mois au Costa Rica et par déduction on est tombé sur l'Argentine qui cochait un peu toutes les cases qu'on s'était fixées, notamment avoir une grande ville. On voulait rester dans une grande ville et pas être sur une plage à 25 ans, sinon c'est bien ça, on n'en reverra jamais quoi. On voulait rester dans l'activité économique intense d'une grande ville, un endroit où on pouvait développer un projet touristique, donc un hôtel, un endroit où on pouvait être propriétaire, ce qui n'est pas le cas en Asie. Il faut avoir un partenaire local à 50%. Et donc, par déduction, on est tombé sur l'Argentine. On a pris des billets d'avion, on est allé voir de quoi il s'agissait. Et puis, ça nous a beaucoup plu. Donc, voilà, on a commencé à monter un business plan. En revenant à Paris, à peu près 1 an après, on avait trouvé des fonds pour nous permettre de partir définitivement là-bas. Donc, on est resté 7 ans. Et puis après, comme je vous l'ai dit, on est rentré en France où je travaille dans l'entreprise familiale de promotion immobilière. Ok, super. Ouais, donc tu as déjà un pied dans l'immobilier de manière générale. Je l'avais pris comme exemple justement dans la vidéo de retour sur le vlog, mais globalement, sur la période où tu y as vécu, tu es passé de je peux vivre au quotidien avec ça, quasiment, à aujourd'hui, il me faut 1000. Voilà, pour faire l'explication simple, pour ceux qui nous suivent et qui n'ont pas vu l'explication dans le vlog, 1 dollar valait à peu près 15 pesos, si je dis pas de bêtises. Donc là, on a un billet de 20. Alors, moi, quand je suis arrivé, c'était 4. 4 pesos, bon, encore pire. J'avais pas moins sous la main, tu vois. J'en ai gardé quelques-uns pour souvenir de mon voyage là-bas. Mais 4, je n'ai même plus. Donc, je crois que le plus petit que j'ai dû voir, c'était 10. Donc ça, vraiment concrètement. Non, ils ont supprimé, ouais. Avant, il y avait des pièces, il y avait des billets de 5, ils ont tout enlevé, ouais. Ouais. Et j'ai même vu les premiers billets de 10 000 et peut-être, est-ce qu'ils ont créé le 20 000 entre temps? Je sais plus, mais en tout cas j'ai eu des billets de 10 000 à la réception. Je sais même pas. Au Western Union, non, ouais, c'est 10 000. De se dire qu'on est passé en même pas 10 ans de, comme tu disais, des pièces de 1 pesos
à des billets de 10 000 pesos, tellement l'inflation était énorme. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre, parce que nous, on se plaint quand on a pendant le Covid, on a eu des 5, 10, 15% d'inflation annuelle. Mais en fait, en Argentine, ils étaient déjà à plus de 40%, et ils ont atteint plus de 200%, quasiment 300%, les années avant que Milei arrive au pouvoir. On peut même pas imaginer en tant que Français ce que c'est. Non, on peut pas. On peut pas, et c'est vraiment une plaie. C'est très très compliqué de vivre au quotidien avec l'inflation, de faire du business encore plus. Ça pervertit tout en fait, parce que les prix n'ont plus aucun sens. Donc l'indicateur principal du marché, l'information principale, n'a plus aucun sens. On se retrouve à faire des calculs toute la journée, à faire des suppositions, à essayer d'anticiper. C'est très compliqué. Vivre avec l'inflation, c'est vrai que avant de l'avoir vécu en vrai, c'est-à-dire que moi j'ai une formation économique, donc j'avais lu des trucs sur l'inflation. C'est vraiment dans le quotidien que ça devient très 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 pesant. Ça prend une grande part de notre énergie, donc ça diminue énormément notre productivité. Ça rend tout investissement impossible, ce qui fait que l'argent brûle les doigts. Dès qu'il y a un peso qui rentre, il faut le dépenser, parce qu'on sait que demain il vaudra plus la même chose. On se retrouve dans des situations complètement ubuesques avec les banques, avec les fournisseurs, avec les clients. Enfin, on est obligé d'expliquer des choses tout le temps que normalement on ne doit pas expliquer, puisqu'un prix c'est stable. Donc oui, l'inflation c'est terrible, je confirme. Ouais. En fait, comme tu disais, tu prêches un convaincu, je suis bitcoiner, donc je suis pour un système désinflationniste et pour effectivement que le prix soit l'indicateur le plus important. Et effectivement, à Buenos Aires, beaucoup me disaient qu'ils avaient un prix du matin et un prix de l'après-midi. Ce qui veut dire que si tu viens le matin avec le même billet, tu peux acheter moins de choses l'après-midi. On parle pas du mois suivant ou de 6 mois après ou de 1 an après. On parle de l'après-midi. Et là, on entre dans un système qui est totalement fou. Et où effectivement, beaucoup d'Argentins me disaient que s'ils avaient leur salaire au 2 du mois, ils dépensaient l'intégralité de leur salaire le 2 du mois. Donc le paiement du loyer, la nourriture, les courses, ils faisaient tout cette journée-là en question. Et d'ailleurs, j'ai pu le voir, parce que j'y suis allé un mois complet. Et en fait, entre le début du mois et la fin du mois, c'est un pays qui n'a plus rien à voir. Parce qu'au premier du mois, tu as tout le monde qui va aller justement chercher du cash pour le dépenser le plus vite possible, parce qu'ils ont de l'argent qui arrivait sur leur compte bancaire. Et à la fin du mois, il n'y a plus personne au Western Union, plus personne aux banques à essayer de retirer de l'argent. Et ça, c'est vrai qu'en France, c'est compliqué de l'imaginer. C'est complètement dingue. Alors moi, j'étais pas quand même à une période où il y a eu 300%, mais effectivement, il y a déjà 40-50%. Alors dans le quotidien, il y a des effets qui sont assez amusants. C'est-à-dire que il y a aussi des effets bénéfiques, qui sont catastrophiques pour l'économie, mais qui sont amusants pour la vie personnelle. Par exemple, comme tout le monde a besoin de tout le temps dépenser l'argent, à un moment, au début du mois, on achète tout ce dont on a vraiment besoin, mais il reste quand même un peu d'argent. Et qu'est-ce qu'on en fait de cet argent? Il faut aussi le dépenser très vite, parce que l'investir, le placer, tout ça, c'est pas possible. Donc il faut le dépenser. Donc tous les bars, tous les restaurants sont ouverts dès le lundi soir, tout est plein à craquer. Dans Buenos Aires, c'est vraiment, la ville ne dort jamais, parce qu'en fait les gens sont tout le temps dehors. Une expo, ouais, on y va, un concert, ouais, on y va. Bah oui, évidemment. Il faut tout dépenser. On se retrouve aussi dans des situations où parfois, si tu joues la montre, par exemple avec tes impôts, ça m'est arrivé, à titre personnel, je le reconnais, c'est que tu sais qu'en fait, en ne payant pas tes impôts, vu que l'État est assez lent à ajuster ce qu'il te réclame, etc., il a du mal à prendre en compte l'inflation aussi vite que l'inflation n'arrive, en fait, t'es gagnant. Donc tu payes pas, et puis un jour tu arrives, tu dis ok, je paye, et puis en fait, tu payes 30, 40, 50% de moins, juste avec l'inflation. C'est assez dingue. J'avais accompagné justement une amie argentine dans un bureau de tabac, parce que là-bas ils payent toutes leurs factures au bureau de tabac avec le papier de la facture, et ensuite ils te mettent du cash à côté. Ça aussi c'est... Oui, Rapipago, ouais. Voilà. Et en fait ils vont au bureau de tabac et ils payent au 15 du mois, parce que souvent la facture elle arrive à échéance au 15 du mois. Enfin en tout cas je crois que c'était une assurance voiture, peut-être l'eau, l'électricité, des choses comme ça. Et en fait elle va le 15 du mois parce que c'est le dernier jour. Et en fait entre un mois et demi avant, si la facture est à 45 jours d'échéance, entre le premier jour et le dernier jour, mais c'est le jour et la nuit. Bon, c'était beaucoup mieux parce que moi, il y avait déjà Milei au pouvoir, donc il y avait une parité beaucoup plus stable avec le dollar. C'était hallucinant de se dire, non, j'attends l'après-midi du dernier jour pour payer ma facture, parce que je vais payer peut-être 20, 30, 40% moins cher que si j'avais payé un mois et demi avant. Et effectivement, ça... Mais donc, t'imagines, tu te mets à la place de l'entreprise qui attend d'être payée, c'est l'enfer. Ah bah oui, c'est clair qu'en termes de trésorerie, de besoins en fonds de roulement et de toutes ces choses-là, c'est assez catastrophique, ouais. Et du coup, donc on a compris que tu avais été là-bas pas mal de temps. D'ailleurs, je m'étais noté ça dans les notes, c'est quand même très drôle, mais le hasard a fait que on fait cette interview le 17 juillet, qui est non pas la journée nationale de la République, mais la journée nationale des Nicolas que nous sommes. Donc, en tant que travailleurs extorqués à plus de 70%,
surtout en tant qu'entrepreneur. Et donc du coup c'est très drôle voilà, que ce soit tombé ce jour-là en particulier. Tu as pour projet de changer de vie, d'optimiser ta fiscalité, t'expatrier ou créer une société à l'étranger légalement et intelligemment? Alors je te recommande sérieusement la formation Offshore Mastery de Oseille TV. Ce n'est pas une promesse en l'air. Plus de 2000 personnes ont déjà été accompagnées avec cette méthode, dont plusieurs que je connais personnellement et qui en ont été ravis. Et le changement est réel. Meilleure liberté financière, cadre de vie optimisé, protection du patrimoine, avec l'accès à un club de francophones ayant sauté le pas, l'accès au carnet d'adresses des avocats, comptables, fiscalistes, bref. Oseille TV, c'est pas un inconnu. Julien est un expert du sujet, suivi par des centaines de milliers de personnes sur ses réseaux qui partagent des stratégies concrètes basées sur du vécu, lui-même expatrié depuis 2013 et au Panama depuis 2017. Une transparence comme nulle part ailleurs et surtout de la légalité. Si tu veux comprendre les vraies règles du jeu, dans les plus de 70 pays passés au peigne fin, dont l'Argentine, c'est une formation à ne pas rater. Le lien de sa formation garantie ou remboursée et avec accès à vie est en description et commentaires épinglés. Prends le temps d'y jeter un œil, ça peut littéralement transformer ta vie. Et on retourne à l'interview. Et donc j'allais enchaîner justement sur toi. Qu'est-ce qui justement t'a donné envie de créer ce compte Twitter X, le parti milléiste français? Quelle a été l'origine, la genèse de tout ça? Bien évidemment, dès que le phénomène Milei a commencé à apparaître en Argentine, il m'a intéressé. Moi, j'ai toujours un œil sur ce qui se passe là-bas. Donc, pendant le Covid, où j'ai ressenti, comme beaucoup de gens, je pense, toute la pression de l'État et une grande désillusion en fait face au fait que finalement tout ce qu'on nous dit depuis l'enfance, les idéaux de liberté, tout ça, en fait tout le monde s'en fiche. Les gens ont accepté d'être enfermés du jour au lendemain sans broncher, donc ça a été un peu une douche froide. J'ai toujours été libéral, toujours depuis l'adolescence, mais à ce moment-là je me suis dit en fait même les libéraux classiques, quelque part, ils n'ont pas protesté, ou rares ont été les voix dans le monde qui ont protesté. Et donc Milei, lui, il a gueulé tout de suite. En Argentine, il y a eu un confinement particulièrement sévère en plus, et ça a résonné chez beaucoup d'Argentins, ce qui a fait qu'il a pu émerger à ce moment-là. Il a aussi pu bénéficier du système argentin qui veut qu'il y ait une proportionnelle dans les législatives. Donc finalement, il a pu être élu avec uniquement 13% des voix à Buenos Aires, mais ça a suffi pour qu'il soit député. Et dès qu'il a été député, alors là, ça a pris une autre tournure, puisque il a encore renforcé son discours. Il est devenu un petit peu connu, peut-être pas mondialement à ce moment-là, mais bon, quand même, on commençait à avoir des échos, mais en tout cas, nationalement en Argentine, il a pris une autre ampleur. Il y a un mouvement qui s'est créé immédiatement derrière lui, avec sa fameuse tombola pour reverser son salaire parce qu'il refusait de toucher l'argent public, la tronçonneuse, la tournée des parcs de Buenos Aires que je connais très bien puisque voilà, j'ai vécu longtemps et c'est vrai que faire les tours des parcs, c'est une activité là-bas puisqu'il n'y a pas énormément d'espace vert dans la ville. Et donc j'en ai tout de suite parlé à des amis qui eux aussi étaient excédés par la situation en France et dans le monde, hein, c'est pas particulièrement en France d'ailleurs, il faut le dire, où la liberté était bafouée. Et j'ai commencé à leur en parler, à suivre ça de plus en plus près, relayer les informations. Et quand il a été élu président, donc 1 an et demi après, j'ai tout de suite pensé que c'était intéressant de créer une page pour relayer ce qui se passait là-bas, ses idées au public français, qui en grande majorité ignorait complètement même à son existence, ou alors avait le filtre de la presse gauchiste qui dénigrait tout ce qui se passait là-bas. De plus, on a tout de suite imaginé avec les amis donc qui m'ont suivi dans cette aventure que le temps allait nous donner raison, parce qu'on savait que mettre en place les idées de la liberté dans un pays aussi étouffé que l'Argentine, ça allait forcément avoir des effets bénéfiques et très rapidement. Et donc très vite, l'enchaînement des bons résultats allait faire qu'on allait fermer la bouche de tous les détracteurs. Là-dessus, on s'est pas trompé, il a même été presque plus rapide que ce que j'osais imaginer. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a débuté. Donc au début, avec beaucoup d'assiduité à relayer des petites informations jusqu'à se créer une audience. Et maintenant, on commence à avoir une influence assez intéressante sur le paysage médiatique, enfin pas médiatique encore, mais en tout cas politique français. Il y a des gens qui commencent à reprendre les éléments de langage, à reprendre les statistiques, les exemples qu'on met en avant, et ça fait plaisir. Écoute, super, je pense qu'on a bien compris quelles ont été tes intentions, notamment de créer cette page avec tes divers amis qui sont derrière également, et comment t'expliques le succès qui est indéniable sur X, hein. Je pense que tu as passé les 40 000 ou 50 000 abonnés, quelque chose comme ça sur X. 43 on est, je crois, ouais.
Ouais, bon, 50 000 le temps que la vie. Bientôt. Et du coup, comme je te disais en off juste avant, je partage vraiment très souvent, que ce soit sur cette chaîne YouTube, soit sur mon compte Instagram qui s'appelle Afouériste, je pense que tout est dit dans le nom, des posts que vous faites avec le parti milléiste français. Et j'ai eu plusieurs fois, même assez régulièrement, de plus en plus maintenant, la question de quelles sont justement les ambitions du parti milléiste français. Est-ce qu'il y a une ambition électorale? Est-ce qu'il y a une ambition d'apporter du soutien à des candidats déjà en place? Je sais qu'en France, voilà, on n'a vraiment pas beaucoup de libéraux. Je pense qu'on peut considérer vraiment comme libéral David Linard, mais qui est chez LR, qui est quand même pas le parti le plus libéral historiquement en France, plutôt du côté des traîtres socialo-communistes. On voit qu'il y a Sarah Knafo, qui depuis 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça, arrive avec un discours quand même relativement libéral et qui partage souvent justement du parti milléiste, du Nicolas qui paye et tous ces autres comptes, Marc Vanguard, qui partagent des choses très intéressantes là-dessus. Donc qu'est-ce que tu répondrais, voilà, si on te posait la question, quelles sont les ambitions pour cette page et pour ce parti milléiste français? Alors notre ambition première, c'est vraiment de mener la bataille culturelle le plus possible, sur tous les fronts possibles, avec le temps qu'on a et avec les arguments qui sont les nôtres, c'est-à-dire les succès de l'Argentine et la philosophie libérale et libertarienne à cœur, sans volonté d'en faire un vrai parti ou de se lancer dans un parti existant, de mener la bataille politique classique pour plein de raisons. Mais la première, c'est que ça pervertirait forcément notre discours. Comme tu l'as dit, il n'y a aucun vrai parti libéral en France. L'offre n'est pas là. Nous, en fait, notre idée, c'est avant tout de susciter la demande, justement, de susciter vraiment un réveil d'un maximum de Français possible dans toutes les classes sociales possibles, toutes les régions de France, partout il faut qu'il y ait des petits foyers libéraux qui commencent à s'allumer pour que, eh bien, petit à petit, de plus en plus de gens demandent une réponse, demandent qu'il y ait justement une offre politique qui corresponde à ces idées-là, et elle viendra. Alors elle viendra forcément parce que s'il y a assez de gens qui en ont marre, s'il y a assez de gens qui voient la réalité en face, eh bien il y aura forcément des politiques pour porter leur message. Oui, effectivement, tu as cité, je pense, aujourd'hui les deux seules figures politiques françaises de premier plan qui ont une vraie structure libérale et qui ont les idées claires et qui du coup sont cohérents. Mais voilà, deux, ça fait pas beaucoup. On voit cependant que grâce à notre activité et à l'activité de plein d'autres comptes, ceux que tu as cités et plein d'autres, il y a vraiment un petit écosystème qui est en train de se créer sur les réseaux qui n'existait pas avant l'élection de Milei. Donc il y a un discours qui est en train de se répandre et qui est en train d'infuser petit à petit dans la droite classique française, dans la droite identitaire, tout ça. Ils sont en train de reprendre des éléments de langage, des idées. Ils se disent mais en fait ils sont pas complètement fous ces libéraux, ça peut marcher leur truc. Et puis en fait moi j'ai un problème avec le pouvoir d'achat, la solution c'est la liberté. J'ai un problème avec l'immigration, la solution c'est la liberté. J'ai un problème tous les jours pour développer ma boîte, la solution et en fait petit à petit, en essayant de multiplier les exemples très concrets et aussi de faire un peu de théorie, on veut montrer aux gens que la solution à tous leurs problèmes, c'est l'État. Enfin, pardon, l'État qui les oppresse, et la solution à tous leurs problèmes, c'est voilà. Et la solution à tous leurs problèmes, c'est lutter contre l'État, justement, et récupérer une partie de leur liberté individuelle. Pour parler de l'Argentine, rien de mieux que des Argentins, n'est-ce pas? C'est ce que je vais vous proposer sur la chaîne dans les prochaines semaines. Je viens de passer 2 jours avec une quinzaine d'Argentins, et plusieurs sont chauds pour venir parler de Milei en interview, en espagnol sous-titré français. Si vous avez des questions pour eux, écrivez-moi en commentaire. Questions pour les Argentins, puis votre question, pour que ce soit plus facile à retrouver. Les plus likées et pertinentes seront gardées pour mes interviews. Pas de questions bêtes, pas de tabou. Je vous laisserai l'intégralité de leurs réponses dans la vidéo. Alors abonnez-vous pour être sûr de ne pas la rater. Retour à l'échange avec Romain. Voilà, c'est notre ambition. Je sais pas où ça nous mènera. On se ferme pas de porte dans les mois, les années à venir. On verra bien. J'espère qu'on fera bouger un petit peu les choses à notre échelle, mais on essaye en tout cas. Voilà. C'est vrai que quand on voit des posts qui très régulièrement font des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues, repartagés notamment par des figures publiques, c'est sûr que vous faites votre part de la bataille culturelle, c'est indéniable là-dessus. Je pense que c'est aussi sain qu'il n'y ait pas de projection attendue
qu'elle soit politique ou financière ou peu importe, de se dire bah voilà, on est là concrètement pour voir ce qui se passe au quotidien, pour faire des comparatifs. Moi je te dis, hein, j'en partage vraiment très régulièrement sur Instagram des comparatifs entre ce qui s'est passé en Argentine, ce qu'il se passe en Argentine et la France. Comme je te disais en off juste avant, je pense qu'effectivement cette bataille culturelle elle est importante pour que les gens comprennent que les médias racontent n'importe quoi. Moi, Milei, je crois que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans les cercles de bitcoiners, parce que forcément entre libéralisme et la monnaie de la liberté que représente Bitcoin, forcément la frontière est très poreuse et beaucoup de personnes s'y sont intéressées. Et d'ailleurs c'est très drôle parce que j'ai une amie qui était une inconnue à l'époque, qui est devenue une amie entre temps, qui est venue en France. Donc c'était l'été 2023 si je dis pas de bêtises. Les élections il me semble étaient peut-être en octobre-novembre, décembre. Ouais, c'est ça, ouais. Décembre, c'était début décembre. Et en fin août, je lui annonçais que Milei serait son prochain président pour la simple et bonne raison que monsieur et madame tout le monde ne suivaient plus la diabolisation qui était donnée par les médias. Et à partir du moment où on saute cette chape de plomb et où les médias n'ont plus justement caisse de résonance dans le petit peuple, hein, donc les petits gens, hein, les gens qui sont la majorité des Argentins et la majorité des Français, à partir du moment où on ne croit plus les narratifs des médias, mais réellement, pas juste je vais changer ma photo de profil avec non à je ne sais quoi. Non, 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 au quotidien, réellement le vivre au fond de soi. Et c'est vrai que quand moi je suis arrivé à Buenos Aires, à San Luis, à Mendoza, et toutes ces villes-là, je posais la question directement à tout le monde, est-ce que vous avez voté pour Milei? Si oui, pourquoi? Et si vous n'avez pas voté pour lui, pourquoi? J'ai besoin de savoir, dans les deux cas, pourquoi est-ce que vous avez voté ou pas voté pour lui. Et en fait, je pense que 80-90% des gens à qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils avaient voté pour lui. Alors c'était beaucoup des petits travailleurs, souvent dans les Uber, donc les mecs qui travaillent, ils sont très conscients des problèmes du quotidien. Accueillis dans des familles plutôt traditionnelles, souvent catholiques, qui ont compris tous les problèmes qu'apportait le social-communisme et qui vivaient au fond d'eux. Et en fait, tout le monde me sortait deux statistiques, c'est que le jour où 42% des citoyens sont sous le seuil de pauvreté et où en parallèle tu as 300% d'inflation à l'année, tu peux plus te permettre d'être social-communiste. Tu peux plus te le permettre. Tu peux te le permettre quand tu es un énorme pays, prospère économiquement, et où tu te dis tiens on va filer des milliards à droite à gauche, sans rien en retour. Mais en fait quand ton pays est déjà endetté, quand 42%, et notamment beaucoup d'enfants, des centaines de milliers d'enfants, des millions d'enfants sont sous le seuil de pauvreté, t'es obligé de reprendre un discours cohérent et de voter pour la cohérence. Et en fait beaucoup de personnes m'ont sorti justement ce mot coherencia. Je sais que Milei sur Instagram partage souvent des posts d'un compte qui doit s'appeler Coherencia por favor. Un peu de cohérence s'il vous plaît. Et en fait c'est littéralement ça. En fait les Argentins se sont dit non mais en fait on a essayé les 50 nuances de socialo-communisme, maintenant on a besoin de cohérence, de quelqu'un qui vienne nous sauver sur tous les points, effectivement économiques dans un premier temps. Milei est un économiste, un professeur d'économie notamment. Et en fait beaucoup m'ont sorti ce mot de la cohérence. On ne peut plus être cohérent de se dire on veut que l'État vienne nous sauver alors que c'est lui qui nous a fait tomber dans la pauvreté. C'est lui qui nous supprime des libertés au quotidien. Et donc en fait beaucoup m'ont sorti ce mot de cohérence et on dit bah en fait... Mais c'est un mot très important et qui tient aussi beaucoup à cœur parce qu'en fait c'est, comment le dire, si tu veux, j'ai étudié les sciences économiques pendant des années puisque c'était ma formation et pendant toutes ces années de formation on te présente ça, je sais pas si tu as aussi étudié un peu l'éco mais même dès le lycée quoi, on te présente ça comme une science molle, une science que, contrairement aux maths, à la physique, voilà, où chacun peut avoir son opinion, où en fait il y a différents chemins et que parfois on peut même mélanger plusieurs philosophies et que ça peut marcher et que parfois il faut saupoudrer d'un peu de ci, d'un peu de ça, un peu de Keynes, un peu de Smith, etc. Et qu'en fait des étudiants et ensuite la population en général se fait son avis et se dit ah ouais bah ça peut être un petit coup comme ci, un petit coup comme ça. Mais tout cela n'a aucune cohérence, aucune. L'école autrichienne d'économie s'est appliquée justement à écarter tout ce fouillis, à se dire ok on va juste faire un truc, on va essayer de raisonner de manière cohérente. On va partir d'éléments intangibles, naturels, universels. On va dérouler de manière vraiment purement logique à partir de ce qui est toujours vrai. On va avancer pas à pas avec énormément de cohérence. Il faut que du bout à l'autre de la chaîne, tout se tienne. Et ça, c'est ce que Milei a compris en tant que lui économiste, mais aussi peut-être qu'il a réussi à transmettre. Ça, c'est vraiment sa force, parce qu'à la fois, il est très rocker, très subversif, très vulgaire, tout ce qu'on veut, mais il est aussi très pédagogue. Il a vraiment réussi à transmettre ce message de manière très simple et très claire aux Argentins, et en fait, à changer les mentalités pour leur faire adopter cette cohérence. Et on le voit dans le témoignage que tu donnes, c'est que les gens ont vraiment compris cette synthèse de l'idée libertarienne qui veut que on a besoin de cohérence, de choses simples, que tout le monde puisse comprendre, et qui font sens pour tout le monde, quoi. Que y a pas, c'est pas un avis, c'est pas je donne mon opinion sur, non, c'est la vérité.
C'est tout, c'est comme ça. Et on part de là, et après on l'applique à tout. Et il se trouve que quand on l'applique à l'économie, la cohérence, ça fait un bien fou, on le voit, puisque les résultats sont spectaculaires. Effectivement, combien d'Argentins m'ont dit, on connaît tous quelqu'un qui touche des subventions de l'État, qui touche un salaire de l'État depuis 10, 20, 30 ans, 40 ans, souvent 20 ans, parce qu'avec la crise qu'ils ont eu début 2000, c'est rarement avant, mais qui connaissent quelqu'un dans l'entourage, parfois de la famille, un cousin, un voisin, quelqu'un avec qui ils ont fait leurs études au collège, au lycée, qui touche de l'argent tous les mois de la part de l'État, alors qu'il n'a pas été travaillé depuis 20 ans. Et pour eux, c'était normal. Et je me suis dit, on n'est peut-être pas tombé aussi bas que était tombé l'Argentine, parce que quand même, des fonctionnaires qui foutent rien, évidemment qu'il y en a, beaucoup, mais des fonctionnaires qui ne vont même pas sur leur lieu de travail et qui vont juste chercher, comme tu me l'expliquais, à la fin du mois leur chèque le 29 pour toucher l'argent sur leur compte bancaire, ça c'est quand même hallucinant. Donc est-ce que tu penses toi qu'il faudrait qu'on tombe aussi bas pour justement qu'on puisse demain élire, non pas un homme providentiel, mais quelqu'un qui arrive et qui par cohérence nous mette en place du libéralisme et sauve économiquement et sur tous les autres points le pays? C'est une question difficile parce qu'évidemment on ne le souhaite pas, surtout que les Argentins sont tombés très bas plusieurs fois avant d'en arriver là. C'est-à-dire que là, ils étaient vraiment au bord du gouffre, ils allaient faire faillite, etc. Mais c'était la 24e faillite de leur histoire. Donc tomber très bas, en 200 ans, ça suffit pas. Ah oui, en 200 ans, ça suffit pas. Si dès le premier coup ils avaient fait le ménage, il n'y aurait pas eu les 23 autres fois. Mais on peut dire que non seulement c'est pas souhaitable, mais en plus c'est peut-être même pas suffisant pour qu'il y ait une prise de conscience. Alors est-ce que c'est nécessaire? J'espère pas. Vraiment, c'est une question évidemment qu'on se pose souvent. Est-ce qu'on va devoir en arriver là? J'espère pas. Par contre, je pense que au-delà de ça, il y a déjà un ras-le-bol en France quand même. C'est-à-dire que sans tomber dans l'extrême, parce qu'on est un pays très riche, très solide sur ses bases, qui a une richesse accumulée et un pouvoir intrinsèque qui fait que c'est dur d'imaginer la France en famine, quoi. Mais il y a déjà énormément de gens qui en ont marre, qui en ont ras-le-bol de ces situations injustes, de cette vie complexe, d'être étouffé par l'État à chaque étape de notre vie, de toujours payer plus pour voir qu'on a moins en face. Il y a un ras-le-bol. Donc peut-être que ce ras-le-bol général, il permettra de renverser la table avant d'avoir affaire à des échéances qui seraient dramatiques. Et là, quand on rentre dans le dramatique, déjà on sait même pas jusqu'où ça va. On sait pas combien de temps ça dure. On sait même pas quelles répercussions ça pourrait avoir pour la France. L'Argentine, c'est un pays qui est à la marge du monde, même géographiquement, c'est isolé. Ils ont jamais eu de vraie guerre, ils ont jamais eu de vrais problèmes finalement parce qu'ils étaient isolés du monde. Mais si la France sombre, alors j'ose à peine imaginer les conséquences que ça aurait sur nos vies et sur l'équilibre de l'Europe. Donc question difficile. On verra. J'espère qu'il y aura un réveil avant ça en tout cas. Ouais, c'est clair. Comme tu le disais, effectivement, on a des différences. Alors certes, on est totalement cousins, c'est des descendants d'Italiens et d'Espagnols, donc ils s'appellent même eux-mêmes le pays d'Europe d'Amérique du Sud. Ils s'estiment vraiment un pays européen, mais d'Amérique du Sud, très différent du Paraguay, du Brésil, de tous ces pays qui sont juste à côté. Et c'est vrai que quand c'est vrai, hein, c'est un pays européen, hein, clairement. Hein. Moi, je sais que, notamment dans Buenos Aires, combien de fois on m'a parlé en terrasse, dans les musées ou quoi que ce soit, en espagnol directement, parce qu'en fait, on se ressemble. Ah non, mais c'est impossible. Mais moi, toi ou ma femme qui est blonde, aucune chance de savoir si on est argentin ou pas. C'est vraiment, c'est vraiment un pays européen. Hein. Le peuplement est à 95% européen, à part dans les régions du nord qui sont plus proches de la cordillère des Andes, où là, il y a une influence andine, un peu comme il peut y avoir au Pérou ou ailleurs. Mais dans les régions à partir du milieu du pays et Buenos Aires principalement, ce sont des Européens, clairement. Ils n'ont pas tort sur ce point-là. Ouais. Moi, j'ai pu voir clairement la différence entre Mendoza, qui est vraiment au pied de la cordillère des Andes, donc juste à côté de Santiago, et Buenos Aires. On n'est pas sur la même population du tout. Alors, ils parlent la même langue, culturellement, ils partagent beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on est sur deux peuples très différents, notamment parce qu'effectivement, les Italiens sont arrivés un peu plus tard sur la côte et sont restés globalement aux alentours de Buenos Aires, alors où les Espagnols sont arrivés plutôt du nord et ont conquis justement toutes ces villes du centre du pays et tous les pays hispanophones à côté, hein. Donc sauf le Brésil où lui c'est plutôt du côté du Portugal. Mais effectivement, pays très intéressant et à qui je conseille absolument tout le monde d'aller voir au moins une fois. Alors j'ai eu une très mauvaise expérience là-bas de 3 minutes. Ah bon? J'ai terminé avec le couteau sous la gorge et dépouillé de mes chaussures, du téléphone, de tout ça. Bon, ça arrive, hein, c'est dans Où ça? À côté de Mendoza. Je suis allé dans des endroits où il ne faut pas aller, hein, et où même
Ah, voilà. Même les habitants de Mendoza m'ont dit, mais qu'est-ce que t'es allé foutre là-bas? Bah, en fait, je faisais mon Voilà. run et je suis allé dans le barrio où il fallait pas aller. Et donc, Ouais. je l'ai appris à mes dépens en n'ayant plus de téléphone, plus de carte bleue, plus de tout ça pour les 10 derniers jours que j'avais avant de rentrer à Buenos Aires. Mais je préfère Aïe. en rire qu'en pleurer encore une fois. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est quand même très drôle parce que le seul endroit du pays entier où je voyais encore placarder des affiches de Massa, qui était donc l'opposant politique de Milei, c'était dans ce barrio qui était vraiment la meilleure traduction francophone que je pourrais avoir, c'était bidonville. C'était Ouais. avec Une des vicha. Ils appellent ça une vicha en Argentine, ouais. voilà, donc voilà, hein, des murs posés à l'arrache avec des toits en tôle, pas d'accès à l'eau, pas d'accès à l'électricité, c'était vraiment bidonville. Et c'est le Ouais. seul endroit où effectivement l'État leur a fait croire qu'ils étaient leur solution et non pas leur problème. Parce que ces jeunes n'ont aucune débouchée professionnelle. D'ailleurs c'est très drôle hein, parce que forcément je suis allé au commissariat juste après. Et ce que me disait, donc 2 phrases hein, que je vais forcément retenir jusqu'à la fin de mes jours ici-bas, c'est toi tu es français, tu es né dans un pays qui fonctionne correctement, avec énormément de possibilités de t'en sortir. Eux, ils sont nés pauvres dans un pays socialiste et ils vont le rester. Pauvres. Et là, c'est vrai que voilà, bon, j'avais mes petits problèmes. Je venais de perdre mon iPhone qui valait peut-être 500 balles, ça faisait 2 ans que je l'avais. Mes AirPods, ma carte bleue qui était déjà recommandée, qui était déjà arrivée à la maison le lendemain, tu sais. Et en fait, on a vraiment du tout les mêmes problèmes. Et la deuxième chose qui vraiment m'a fait revenir très rapidement sur Terre, c'est qu'en fait, j'étais de l'autre côté du parc Général San Martin. Donc là où il y a tout le monde qui va courir, et où je ne savais pas que c'était le seul endroit où il fallait aller courir. Et en fait, en traversant le parc en voiture pour rentrer justement à l'endroit où je dormais, on a dû croiser au moins une vingtaine de SDF, des personnes âgées, des hommes de nos âges, des enfants. Et en fait, de se dire, j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Je suis de l'autre côté de la planète dans un pays où je ne maîtrise pas parfaitement la langue. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir tout perdu, mais en fait, j'ai absolument tout qui m'attend à nouveau en France. Parce que je vais prendre mon billet d'avion qui est déjà payé. La semaine prochaine, j'aurai mon téléphone qui va m'attendre tranquillement à la maison, ma nouvelle carte bleue. Et la banque en question, c'était Revolut, qui m'a vraiment facilité la vie sur place. Évidemment pour bloquer ma carte volée en 3 clics et en recommander une autre, mais aussi pour toutes mes dépenses sur place et en ligne. Aucune prise de tête sur les taux de change, tu as directement les meilleurs. Ce n'est pas pour rien qu'elle est toujours élue numéro 1 dans les classements des voyageurs, mais aussi pour l'utilisation du quotidien. J'ai essayé absolument toutes les autres banques en ligne du marché. C'est la plus pratique, la plus crypto-friendly, la plus efficace. Que ce soit en banque principale ou d'appoint. Vous avez en ce moment 50 € offerts à l'ouverture du compte via mon lien d'affiliation en complétant ces quelques étapes rapides. Alors profitez-en et je reprends le fil de mon histoire. Mes AirPods qui étaient déjà recommandés, etc. Et en fait, une semaine après, ma vie avait repris son cours totalement normalement. Là où en fait, par des décisions politiques, par des décisions socialo-communistes, ces personnes-là, malheureusement, sont vouées à rester à la rue pour des décennies. Plus maintenant, espérons. On voit que la pauvreté chute, l'indigence chute. Effectivement, il va redonner espoir à tous ces gens-là qui étaient entretenus dans une misère affreuse. Avec, enfin, moi, quand j'y étais, j'ai vécu une campagne électorale kirchneriste où il y avait toute une série de programmes qui étaient appelés para todos, donc pour tout le monde. Donc il y en a eu plein. La plus emblématique et un peu polémique a été football para todos, puisque en fait l'État a racheté les droits du foot pour pouvoir donner gratuitement tous les matchs de foot à tout le monde, et donc a diffusé tous les jours de la semaine un match de foot. Comme ça, voilà, du pain et des jeux, comme ça tout le monde est content. Et une qui m'avait ah ouais, non, mais il y en a une qui m'avait marqué, qui était destinée à ces quartiers que tu décris, donc les Vichas, et ça existe dans toutes les villes argentines, hein, les Vichas. C'était Pocho para todos, donc ça c'est poulet pour tous. Donc ils allaient avec des camions à l'entrée de la Vicha, ils ouvraient le camion qui était rempli de poulets, les gens venaient, ils balançaient des poulets avec des tracts kirchneristes, Pocho para todos, Pocho para todos. On en est là, quoi. C'est donc ils achetaient des voix comme ça, et ça permettait de perpétuer ce système affreux de vol, de corruption, d'injustice, de tout ce qu'on veut. Et c'est effectivement, ça les a menés dans la misère totale. C'est sûr, le témoignage que tu donnes est très parlant. Je pense que il y a beaucoup d'Européens qui se rendent pas compte de comment on vit ailleurs. Et en fait, en France, souvent, on imagine que quelque part, tout le monde a un peu la mentalité d'un Français, mais qu'il est né ailleurs, quoi. Et que notre savoir-vivre et notre raisonnement est tellement lumineux que si on explique bien aux gens, tout le monde va penser comme nous et tout le monde va être comme nous. Et pas du tout vrai. Et en plus, on se rend pas compte des différences criantes de niveau de vie qu'il peut y avoir quand des pays se font ravager comme ça. L'Argentine est un pays riche, hein, au début du XXe siècle. C'est un pays riche. Donc la trajectoire
l'histoire normale de l'Argentine, c'est le Canada, l'Australie, quoi. C'est pas les Vichas, c'est pas les enfants dans la rue. Je le précise souvent parce qu'effectivement, nous, bon, surtout notre génération, on n'est pas du tout éduqués à ce que pouvait être l'Argentine par le passé. Mais c'est les 10 années de 1930-1940 dans le top 10 des PIB par habitant mondiaux. C'est pays riches, comme on pourrait quasiment parler des États-Unis aujourd'hui. Peut-être pas à ce niveau-là. Ah bah ouais, c'était ça. Non, je crois que c'est en 1925, enfin avant la crise de 29, l'Argentine a un PIB par habitant supérieur à celui des États-Unis. Ouais, même supérieur aux États-Unis. Mais en tout cas, sur la décennie, alors je sais plus si c'est de 20 à 30 ou 30 à 40, peut-être effectivement 20 à 30, mais où les 10 années, sans exception, ils sont dans le top 10 C'est dingue. PIB par C'est dingue. Et on dit souvent que l'Argentine est un pays qui est passé de riche à pauvre, mais déjà c'est unique. Hein. C'est le seul pays dans l'histoire de la classification de la Banque mondiale qui a régressé comme ça, mais en plus sans aucun choc extérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de catastrophe naturelle, de guerre, d'invasion, de révolution, de rien. C'est leur propre choix, leur propre décision politique qui les ont fait sombrer à ce point-là. Et on en revient malheureusement souvent à ça, c'est que la prospérité et le confort amènent les hommes à devenir faibles, et donc à voter socialiste parce qu'on va filer des milliards à tout le monde à droite à gauche, et donc amener à des décennies catastrophiques économiquement parlant, et bien plus malheureusement. Et là on est exactement là-dedans, parce qu'en fait cette prospérité qui était énorme, hein, c'était vraiment fou. Je crois que peut-être, j'avais vu une statistique comme ça, peut-être que 20 des 50 fortunes mondiales étaient en Argentine. C'était assez hallucinant dans le quartier de Palermo. On m'avait expliqué ça justement. Et effectivement, c'est ça qui amène à ça. Et en fait, cette prospérité amène à un socialo-communiste, Juan Perón, qui fait encore des émules plus de 70 ans plus tard. Aujourd'hui, avec Kirchner, avec tous les socialistes qui ont encore été au pouvoir récemment. Probablement qu'ils reviendront en essayant de dire, mais regardez, c'est encore la solution du socialisme. Ah non, arrête. Je pense que rien ne les arrêtera, parce qu'ils sont persuadés au fond d'eux que c'est la solution, alors que les statistiques, encore une fois, elles sont hallucinantes. Capitaliste, top 10 mondial pendant des décennies. Socialiste, on devient un des pays avec un PIB plus bas que des pays en voie de développement, quoi. C'est hallucinant. C'est dingue. Est-ce qu'on terminerait avec un petit mot d'espoir pour l'Argentine et pour la France? Oui, bah bien sûr. Bah, je pense que l'Argentine de Milei est en train de faire naître un espoir immense pour la France, pour le monde entier. Je pense qu'il a créé une vague de liberté qui semble ne pas s'arrêter, qui grossit, qui se répercute absolument partout. Ça, c'est formidable parce que il donne un exemple concret d'une application des idées de la liberté. Avant, c'était dans les livres, c'était de la théorie, c'était ponctuel, c'était partiel. Là, bah, avec tout ce qu'on a dit, on voit bien, l'Argentine était vraiment le laboratoire parfait, à ciel ouvert, pour appliquer ces théories de manière intégrale. Et comme ils ont été coulés par le socialisme, eh bien, ça peut aussi aller très vite. On voit, ça va très vite, mais ça va pas s'arrêter. Contrairement à lui, maintenant, tous les autres pays qui voudraient suivre ce chemin ont un exemple. Ils pourront dire, ah, regardez, Milei, ça cartonne, alors que lui est parti de rien. Donc, bravo. Et donc, oui, moi, je suis très optimiste à long terme, même si la situation est désespérée. On a vu plusieurs fois dans l'histoire que un peuple peut se retourner et qu'une situation qui semble perdue peut très vite changer, que l'économie, ça va très, très vite. Finalement, avoir 3, 4, 5% de croissance en plus, bah, c'est énorme. Sur 5 ans, sur 10 ans, ça donne des effets vraiment miraculeux. Et si je suis optimiste, c'est parce qu'on voit tous les jours que la vieille Europe et la France en particulier s'enfoncent dans l'immobilisme, dans le défaitisme, dans l'étatisme, quand l'Argentine et quelques autres pays qui adoptent des idées libérales explosent. Donc ces deux phénomènes couplés l'un avec l'autre vont faire c'est pas possible. Il y a des gens qui vont vraiment ouvrir les yeux partout dans le monde. En plus, aujourd'hui, l'information va tellement vite. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, OK, stop, là, arrêtez maintenant. Un peu de cohérence. Regardons ce qui marche et appliquons-le chez nous. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais j'en suis certain, on va gagner. On va gagner. Et donc, un petit mot d'espoir pour la France. Est-ce que tu penses que les idées arriveront jusqu'aux oreilles de la majorité des électeurs, 50% plus 1? Est-ce que tu penses que, voilà, on va pas revenir sur est-ce qu'il faut vraiment qu'on touche le fond avant de pouvoir remonter? Mais voilà, est-ce que tu as un petit mot d'espoir en lien avec le libéralisme, peut-être voilà des choses à partager en lien avec ça, un bon livre, un audio, un podcast, une personnalité à suivre autre que le parti milléiste français qui vont dans ce Non, il y a plein de comptes intéressants sur les réseaux. J'invite surtout les gens à se renseigner autrement que par les médias traditionnels. Tu l'as dit, c'est essentiel. Alors après, il faut faire attention à pas tomber dans un prisme et être enfermé dans une bulle qui ne fait que flatter ses propres opinions. Il faut piocher à droite à gauche en s'abonnant à des gens qui peuvent
avoir des tonalités un peu discordantes, mais l'information, elle est là, elle existe, elle est brute. On a la chance d'avoir accès à l'information en direct, de la bouche directement de décideurs, de politiques, d'économistes, de journalistes qui s'expriment en direct. Donc allons la chercher au lieu de la prendre une fois qu'elle a été mâchouillée par l'État et ses subventions qui met sa patte sur absolument tout le système médiatique français et ça apportera un réveil. Donc oui, je suis optimiste pour la France aussi parce que la France est un pays formidable avec un potentiel incroyable. Je te le disais avant en off. Moi, je suis surpris tous les jours de voir à quel point la France parvient à s'en sortir malgré toutes les chaînes qu'on lui met. Donc, imaginons une France libre, ce serait le plus beau pays du monde. Donc, il manque juste un petit peu de volonté, un petit peu de rébellion, un petit peu de cet esprit français aussi qui a voulu être libre. Et la France, c'est à l'origine, avant 100 ans d'étatisme, la France, c'est un pays libre. C'est un pays qui aime la liberté, qui aime dire non, dégagez, on n'a pas besoin de vous, on va se débrouiller tout seul, on va trouver des solutions. Donc, ça va revenir, ouais. Ça va revenir. Eh ben écoute, merci pour ce temps. On avait prévu beaucoup moins, mais merci pour ce temps de bon après-midi. Désolé d'avoir été un peu long. J'en voudrais encore plus, mais malheureusement j'ai une visio qui démarre dans 3 minutes, donc je vais devoir laisser également. Mais en tout cas, merci beaucoup. Dites-nous dans le chat YouTube si vous souhaitez que Romain revienne un jour pour faire un point justement sur l'avancée de Milei, ce que vous avez aimé le plus, si vous avez d'autres questions pour lui, et comme ça on pourra éventuellement revoir pour une seconde intervention. En tout cas, voilà, merci beaucoup à toi pour ton temps. Merci à toi. Et au plaisir. Et félicitations pour tout ce travail sur la bataille culturelle. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.